Donc, parler du problème de l'énergie aujourd'hui, du pétrole en particulier, surtout dans cette zone du Moyen-Orient et de la Méditerranée, c'est-à-dire l'épicentre de l'industrie pétrolière et de plus en plus gazière internationale. On se pose la question aujourd'hui, bon, dans cette industrie-là, comment ça se présente, comment les choses évoluent, qu'est-ce que nous attend pour les années et les décennies à venir? Est-ce que ces développements vont se faire de manière harmonieuse, normale, ou bien est-ce qu'il y a des heurts, des surprises, des crises, comme il y en a eu au cours des 30 ou 40 dernières années, ce qu'on appelle les grands chocs pétroliers? Donc, qu'est-ce qui nous attend? Alors, pour parler de cette question, je crois que je vais distinguer entre deux séries de facteurs qui peuvent impacter, qui peuvent donc influencer cette évolution dans le domaine de l'énergie. Les facteurs, il y en a en fait deux séries, on peut distinguer deux genres de facteurs. Il y a tout d'abord les facteurs qu'on peut appeler un peu les tendances lourdes. Il y a des choses qui se dessinent. Qu'on le veuille ou non, ça va arriver. Tôt ou tard, ça va dans son espèce de lame de fond. De l'autre côté, il y a les facteurs qui sont plutôt à caractère conjoncturel, passager, provoqués par tel ou tel événement politique ou autre. Il y a quelques mois, vous vous rappelez, au plus haut de la crise libyenne, quand il y a eu arrêt des exploitations libyennes, les prix du pétrole sont passés à 125, 130 $. Une augmentation très rapide en l'espace de quelques semaines. Bon, c'était lié, bien sûr, à l'absence du pétrole libyen. Aujourd'hui, il y a la crise iranienne aussi. Ça a aussi son impact sur le marché pétrolier et sur les prix. Les gens ont peur, etc. Bon, les prix augmentent. Donc, il faut bien distinguer ces deux genres donc, de causes qui ont leur influence, leur impact sur le problème de l'énergie, problème en termes de disponibilité de l'énergie, en termes de prix, en termes de sécurité, etc., etc. Si on commence par la première série de facteurs, on met à part toutes les incidences politiques plus ou moins conjoncturelles ou à caractère provisoire, et on prend un peu les tendances donc, qui sont là, les tendances lourdes. Qu'est-ce qu'on remarque? Et là, pour parler de ceci, je me réfère à ce qu'il y a de plus fiable dans les études faites, dans les analyses et dans les prévisions à long terme. C'est-à-dire qui sont faites soit par des instituts de recherche, par des gouvernements ou surtout par des organisations internationales spécialisées qui sont, j'ose dire, supposées connaître le problème mieux que d'autres et qui nous donnent des prévisions à long terme. Parmi ces organisations, mais elle n'est pas la seule, il y a bien sûr l'Agence internationale de l'énergie, qui est, comme vous savez, basée à Paris, qui avait été formée, enfin, qui a été créée en 1975 et qui regroupe tous les pays industrialisés. Donc, ces choses sont bien outillées, bien documentées, bien staffées, comme on dit, pour avoir accès à différents genres d'informations et pour pouvoir faire des prévisions à long terme. Et effectivement, depuis quelques années, chaque année, il sort au moins un rapport volumineux de quelques 650 pages, qu'ils appellent World Energy Outlook, et qui, en général, essaie de scruter l'avenir à un horizon de 25, parfois 30 ans. Et le dernier en date de ce rapport a été publié en novembre dernier, et qui couvre la période 2011 à 2035, donc 25 ans. Donc, dans ce grand rapport, voilà, il dit, voilà, d'après nos analyses, la demande pétrolière et énergétique, depuis quelque temps, ils ont élargi ça à toutes les formes d'énergie, la demande pétrolière et autres formes d'énergie à l'horizon 2035, voilà, nous pensons que ça va évoluer dans tel ou tel sens. Voilà du côté de la demande, quels sont les besoins, voilà du côté de l'offre, comment on va satisfaire cette demande, voilà du côté des prix, et voilà du côté, et ça c'est nouveau, et je reviens sur le deuxième point, et voilà, et quel est l'impact sur l'environnement dans lequel on vit.
le changement climatique, avec donc la production, l'utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel, ça émet du gaz carbonique, du gaz à effet de serre, et on sait maintenant que, malheureusement, ça représente une menace pour l'environnement dans lequel on vit, une menace de plus en plus sérieuse. Donc, si on prend, donc, parmi ces différentes tendances relevées par l'Agence internationale de l'énergie, encore une fois, qui recoupe d'autres prévisions. Je prends les choses sur lesquelles il y a une espèce de consensus actuel. Quand je dis consensus, il faut se méfier, parce que cette Agence internationale de l'énergie, comme toutes les autres, personne n'est capable de faire des prévisions, tant soit peu vraiment, je ne dis pas fiables, mais réalisables à long terme. On prévoit l'avenir dans les mois, quelques années qui viennent. Plus on s'éloigne, plus ça devient un peu problématique, parce qu'il y a d'autres causes, d'autres facteurs qui interviennent. Et je vous donne un titre d'exemple, juste j'ouvre la parenthèse pour vous dire, je suis toutes ces questions depuis bien longtemps, j'avais fait mes études ici, une thèse doctorale sur le pétrole qui a été publiée en 1961, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés, j'ai continué à suivre en tant que consultant, en tant qu'éditeur de plusieurs publications pétrolières et gazières, etc. Bon, ça m'intéresse, bien sûr, je les suis. Et ce que je remarque, je ferme la parenthèse tout à l'heure, c'est dire que, par exemple, lorsqu'on peut citer des exemples concrets, une organisation aussi importante que l'Agence internationale de l'énergie, qui fait des prévisions, il y a encore peu d'années, dans ce fameux rapport annuel, World Energy Outlook, ils annonçaient que la production et la consommation pétrolière mondiale va passer à 135 millions de barils par jour dans 25 ans. Et quand elle était encore de quelques 70-75 millions. C'était énorme. Énorme. Et je ne vous cache pas que personnellement, je trouvais ça un peu gros. Un peu gros, non pas pour la consommation, peut-être que la consommation augmente, mais comment faire pour couvrir cette consommation? D'où elle va venir? Tout ceci me paraissait un peu, ça me laissait sceptique, et j'ai beaucoup écrit sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le dernier rapport de cette même agence, donc, depuis quelques années, ils ont réduit progressivement ces chiffres d'estimation de la consommation mondiale. Et maintenant, aux dernières nouvelles, dernier rapport, il parle d'une consommation mondiale de pétrole qui va passer, actuellement elle est de quelques 84 millions de barils par jour, elle va passer à 99 millions. Alors vous voyez un peu, on tombe de 135 à 99. Cela ne veut pas dire que ceux qui travaillent dans cette agence sont des ignorants, non. Mais ils essaient d'évaluer, compte tenu des éléments dont ils disposent, y compris certains éléments qui changent. Parce que quand ils évaluent ceci, ils veulent estimer la consommation, ils prennent en considération plusieurs paramètres. Il y a la croissance démographique, bien sûr. Alors forcément, la croissance démographique, bon, elle ne change pas beaucoup. Mais il y a d'autres choses. Il y a les besoins de consommation, le développement économique, il y a les mesures prises pour réduire les gaspillages, il y a ceci, il y a cela. Alors, tout ceci se joue tant et si bien qu'en l'espace de quelques années, on arrive à la situation où on dit non, elle va être de 99 millions et non pas, comme on disait il y a 10 ans, de 135 millions. Alors, pour ça, je dis, enfin, toutes ces prévisions, il faut les prendre avec précaution et on les prend comme ordre de grandeur juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Je ferme la parenthèse pour dire, donc, parmi les conséquences, donc, parmi les facteurs, les tendances lourdes, je citerai 2 ou 3 tendances essentielles avant de parler des tendances, des choses plutôt conjoncturelles. Les tendances lourdes, c'est que, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est qu'il y a une augmentation qui, malgré toutes les mesures prises jusqu'ici, vers une augmentation de la consommation d'énergie dans le monde. Vous allez me dire, c'est la vérité de Paris. Il y a une augmentation quand même réelle et qui reste quand même substantielle. Aujourd'hui, elle est estimée à quelque 1,2 ou 1,3% par an, mais ramenée au total, d'une année à l'autre, ça commence à chiffrer.
l'augmentation, comme je le disais, c'est déjà la croissance démographique, c'est déjà le fait que les pays émergents ont quelque chose, la Chine, l'Inde, etc. Il y a le développement économique, etc. Alors, tant et si bien que la consommation énergétique mondiale, selon les dernières estimations, encore une fois, vont augmenter de quelques 35 à 40% au cours des 25 prochaines années, en passant de 12,5 milliards de tonnes équivalent pétrole aujourd'hui à quelques 16,5 ou 17 milliards de tonnes équivalent pétrole donc à l'horizon 2035. Donc une augmentation très forte, disons 35 à 40%, disons au moins 35%, le tiers. C'est énorme. C'est énorme. Il faut dans 25 ans trouver de nouvelles sources d'énergie, développer de nouvelles sources d'énergie qui représentent un tiers de plus que 35% au moins de plus que la consommation actuelle. C'est énorme. Il y a, à côté de l'offre, de la demande, la question se pose d'où va venir l'augmentation requise pour couvrir cet accroissement de l'offre. Alors, ça, c'est le genre de question relativement nouvelle, parce que jusqu'à encore peu d'années, on vivait dans un contexte général, on vivait avec l'idée qu'il n'y a pas de problème, le pétrole est là, il y a du pétrole, on en trouve, c'est abondant, le pétrole, parce que c'est la principale source d'énergie. Et effectivement, c'était vrai jusqu'à encore peu d'années, on découvrait le pétrole, on en consommait, on savait déjà depuis longtemps, évidemment, une chose de base, que le pétrole n'est pas renouvelable. C'est pas une ressource, pas comme l'eau de pluie, l'eau des viandes. Il pleut, on prend l'eau, ensuite les réserves se reconstituent, etc. Non, c'est pas le blé qu'on cultive, on récolte, etc. C'est une ressource qui existe. Elle a mis des millions et des millions d'années à se former. Et lorsqu'on l'utilise, les réserves diminuent. Il arrive un temps où il n'y en a plus. Mais avant d'arriver au temps où il n'y en a plus, il y a une période où on arrive. La question n'est pas de savoir à quelle date on va extraire la dernière goutte de pétrole du sous-sol. Ça n'a aucun sens. Il y aura toujours beaucoup de gouttes, beaucoup de barils, des milliards de barils de pétrole dans le sol. Mais on ne pourra plus les extraire. Ou bien pour les extraire, il y en a, ou bien pour extraire encore, on extraire plus, ça va coûter de plus en plus cher. Alors il y a ici la notion qu'on appelle le peak oil qui se présente, on en parlera plus en détail. Mais l'important, c'est qu'on sait depuis quelques années que les découvertes pétrolières diminuent, que les gisements qu'on trouve sont de plus en plus des gisements de taille moyenne ou petite, et qu'on n'arrive plus à trouver suffisamment de pétrole pour compenser le pétrole qu'on a déjà extrait, ou plutôt qu'on est en train d'extraire. Et là, il y a un géologue qui a donné une image très belle et très vraie de la réalité en disant, vous savez, l'exploration pétrolière, c'est comme la chasse, comme quelqu'un qui va à la chasse. Avec le temps, les outils qu'il utilise pour chasser se sont bien sûr améliorés, la technologie, tout ça, sans fusil, le viseur, etc. Alors, il va avec des outils qui sont beaucoup plus perfectionnés que ceux qu'on utilisait dans les années 30 ou 40 du siècle dernier, lorsqu'on a découvert les gisements énormes en Arabie Saoudite, Koweït, etc. Alors, les outils se sont beaucoup perfectionnés avec les choses, la recherche, l'exploration, le magnétisme, etc. Mais il se trouve malheureusement que le gibier qu'on cherche à chasser devient de plus en plus rare et de plus en plus petit. Alors, c'est une image qui résume bien la situation. Voilà. Et on a pour preuve le fait qu'au cours des 30 dernières années, on a découvert un seul gisement, justement le gisement qu'on appelle supergéant, au Kazakhstan. On l'a découvert au Kazakhstan, alors qu'au siècle dernier, les gisements supergéants qu'on a découverts, surtout au Moyen-Orient, aussi à Hassi al-Soud en Algérie, alors tout ça, c'était plutôt dans les années 30, 40, Hassi al-Soud c'était 1950, c'était l'un des derniers, mais on ne trouve plus donc de ces choses. Alors ce qui fait que là, la question, le résultat, c'est que
on est obligé, depuis quelques années, à chercher ailleurs, c'est-à-dire à trouver des sources d'énergie autres que le pétrole pour couvrir cet accroissement très important de l'aliment. Alors, comme vous le savez, enfin, des sources alternatives, il y avait sur le gaz naturel qui fait sa montée, on a développé le nucléaire, maintenant de plus en plus on pense à autre chose, les biomasses, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, etc. Donc ça, c'est donc une première tendance très lourde qui se présente dans ce domaine, avec bien sûr toutes les applications qu'on va voir tout à l'heure. Applications donc sur les prix, sur les conflits d'intérêt entre les différents pays industrialisés, qui va pouvoir mettre la main sur les ressources qui existent, etc. etc. Il y a ensuite une autre, toujours dans les choses que j'appelle, enfin, tendance, il y a la question problème climatique. Le problème climatique, comme nous le savons, c'est relativement nouveau. On s'y intéresse heureusement maintenant beaucoup, mais ça c'est plutôt assez récent. Avant, on consommait son français, etc. Mais de plus en plus, on se rend compte, et on s'est rendu compte heureusement, peut-être avec du retard, que ces énergies qu'on utilise, qu'on appelle l'énergie fossile, et qui représentent aujourd'hui pas moins de 81% du total de la consommation d'énergie, c'est-à-dire entre le pétrole, le charbon et le gaz naturel. 81% émettent donc des polluants, surtout le gaz carbonique, avec tous les effets qu'on a, les effets désastreux sur la qualité de l'air, la pollution, le réchauffement, etc., etc. Alors, je prends ici une constatation de l'Agence internationale de l'énergie dans l'un de ses rapports récents. Je vais la citer à elle, c'est très intéressant parce que cette agence, en général, et jusque-là, était plutôt dans le rapport, plutôt toujours tendance à voir le bon côté des choses, être optimiste, pas de problème, on est là, etc., il y a le pétrole, il ne faut pas que les prix augmentent. Bon. Alors, il y a, dans un rapport, l'un de ces fameux rapports annuels publiés il y a 2 ans, alors il commence dans la préface de ce rapport par une phrase que je vais vous citer, enfin entre guillemets, en disant: le système énergétique mondial se trouve à présent à une croisée de chemin. Les trends, les tendances, les trends globaux actuels en matière d'approvisionnement, de consommation et de consommation sont de toute évidence devenus insoutenables. Point. Ils le sont du point de vue environnemental, économique et social, point, et ils doivent être modifiés. Donc, vous voyez un peu le genre de choses. C'est le genre de... une espèce d'avertissement anti le sommet de l'art pour dire ce système. On ne peut pas rester sur la même trajectoire. Tout ceci, au point de vue de consommation, offre, demande, au point de vue climatique, environnement, on ne peut pas, c'est devenu insoutenable. Voilà. Dans le tout dernier rapport, donc celui qui vient de publier en février, alors, il développe de plus en plus, c'est très significatif, la partie concernant justement l'environnement dont on ne parlait pas, et qui, parce qu'on n'était pas encore suffisamment conscient, on n'était encore convaincu des effets désastreux de ce système énergétique dans lequel on vit. Alors, dans le dernier rapport concernant les prévisions à long terme, eux, comme tout le monde, mettent l'accent sur cet aspect donc, disons, environnemental, et ils présentent les prévisions d'avenir avec différents 3-4 scénarios, tel scénario, y compris un scénario qui serait le plus, disons, le plus vertueux, le meilleur, c'est prendre des mesures pour justement lutter contre les gaz à effet de serre et empêcher que la température moyenne sur la planète sur laquelle on vit, ne dépasse pas, l'augmentation ne dépasse pas 2 degrés à l'horizon prévisible. Vous savez, c'était le fameux accord de Kyoto et ils disent, pour faire ceci, pour éviter que ça dépasse les 2 degrés Celsius, il y a
des mesures à prendre, des mesures qui sont très sévères, qui sont très coûteuses. Tant et si bien que si on ne prend pas ces mesures-là, et là aussi c'est un défi énorme, si on ne prend pas ces mesures, si on continue à faire comme ce qu'on fait maintenant, les compagnies contre-exploitées vont, on n'impose pas des mesures donc, destinées donc, à améliorer la question de l'environnement, eh bien, rien que les investissements requis pour développer la production énergétique mondiale nécessaire pour satisfaire la demande attendue, les investissements sont estimés, tenez-vous bien, à 38 000 milliards, 38 000 milliards au cours des 25 prochaines années. 38 000 milliards. Pour donner un chiffre titre de comparaison, pour un pays industriel comme la France, le PNB par an, c'est aujourd'hui 2100 ou 2150 milliards. 2000 ou 2150 milliards de dollars. Là, rien que pour le système énergétique mondial, et dans les conditions actuelles, il faut compter dans les prochaines années, 25 ans, 38 000 milliards. C'est 19 fois le PNB annuel de la France. Ça, c'est en l'état actuel des choses. Et si on devait, comme il faudrait le faire, penser au problème de l'environnement et imposer des technologies, des modes de consommation, etc., nécessaires pour éviter donc, de dépasser ce fameux objectif de 2 températures d'augmentation de 2 degrés, eh bien, il faudrait, en plus de ces 38 milliards, quelques 15 000 à 15 500 milliards de dollars. Alors, vous additionnez 15 000 milliards et 38 milliards, vous arrivez à des chiffres astronomiques. Bon. Et sachant qu'on ne peut pas vendre ce genre de scénario, ça ne va pas pouvoir passer, alors ils disent c'est une chose que nous recommandons, mais sans dire il faut le faire, parce qu'ils savent que, pratiquement, malheureusement, c'est pas réalisable. Bon, ça c'est, pour résumer, pour ce qui est des tendances lourdes, donc à moyen terme, à long terme, donc les grands défis, je crois, auxquels le système énergétique mondial, nous tous nous faisons face, c'est d'un côté, il y a un accroissement physique de la demande, un accroissement physique qu'on ne peut plus combler par des sources d'énergie qui existent, qui sont relativement moins chères, essentiellement le pétrole et le gaz naturel. Donc, il faut développer d'autres sources qui coûtent plus cher. Second grand défi, ce problème donc, de changement du climat, problème de l'environnement. Et troisième grand défi, la question des prix, parce que lorsqu'on parle des investissements, pour pouvoir les réaliser, pour inciter les compagnies, inciter les pays à investir, à consentir des sommes aussi énormes dans les différents stades de l'industrie, donc pétrolière, gazière, etc. Donc, ceci implique une augmentation des prix. Alors, comme augmentation des prix, en général, on estime que les prix actuels pour le pétrole sont aujourd'hui aujourd'hui 120 $. Entre parenthèses, je souligne que ces prix ont pratiquement doublé au cours des 2 dernières années, c'est-à-dire en 2010 et 2011. 2010 et 2011, jusqu'à aujourd'hui, les prix du pétrole ont fait doubler. La moyenne annuelle en 2009 pour le pétrole, c'était 60-61 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 123-124 $ le baril. Donc, en fait, plus que doublé. Alors, d'après les estimations maintenant, c'est qu'au cours des 25 prochaines années, ces prix du pétrole vont doubler, vont passer facilement à 200-210 $ en valeur nominale, en tenant compte de l'inflation. Alors, vous voyez un peu les choses. Alors, ça, c'est les tendances lourdes. Alors, à côté de ça, on peut parler, si vous voulez, plus en détail de tel aspect, de tel point au cours du débat. Alors, parallèlement à ces tendances à long terme, qu'on ne peut pas changer, quel que soit qu'il y ait des guerres ou pas guerres, etc., ils sont là, il y a des interférences, donc plus ou moins passagères, conjoncturelles, et qui sont des événements politiques. Tout d'abord,
il y a eu dernièrement l'affaire libyenne, qui n'est pas encore complètement résolue. Aujourd'hui, il y a l'affaire de l'Iran, la crise iranienne liée au problème du programme nucléaire, avec les risques, tous les risques que ceci s'implique, perturbation des approvisionnements, peut-être arrêt des exportations iraniennes, peut-être fermeture du trou d'Ormuz, et mille choses, donc, qui expliquent aussi la dernière hausse des prix, etc. Donc il y a ces facteurs qu'il faut toujours bien distinguer, encore une fois, des facteurs qui sont, disons, structurels. Alors, comme je pense juste 5-10 minutes pour terminer, donc, et parmi ces facteurs qui sont, qu'on peut appeler aussi conjoncturels, puisque nous parlons du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, c'est là ce qui se passe aujourd'hui donc dans le pays arabe, des problèmes, ce qu'on appelle entre guillemets le printemps arabe, avec toutes ces conséquences. Parce que c'est évident, ça se passe dans des régions qui est donc, comme je disais, le centre de l'industrie énergétique, surtout pétrolière et gazière mondiale. Pour illustrer cette réalité, je prends quelques chiffres, pour citer beaucoup de chiffres. Il suffit de se rappeler que cette partie du monde, Moyen-Orient plus Afrique du Nord, détient près de 60% du total des réserves pétrolières mondiales prouvées, 60%, et leur part dans la production pétrolière mondiale est aujourd'hui plutôt 36%. C'est important à souligner parce que cette région, qui détient donc près de 2/3, soit 60% des énergies mondiales, elle couvre un peu plus du tiers seulement de la production. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, pas la seule, c'est la raison pour laquelle elle est appelée dans les années à venir, même les décennies à venir, à apporter la majeure partie, la contribution la plus importante, primordiale, à l'accroissement donc de la production et de la consommation mondiale. On estime que dans les années à venir, cette partie-là, Afrique du Nord, Moyen-Orient, et surtout 5 pays du Moyen-Orient, qui sont l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. Surtout ces 5 pays, à eux seuls, ils vont couvrir pas moins de, pardon, pas les 5 pays, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, couvrir 90% donc de l'accroissement prévu et inévitable dans la consommation pétrolière mondiale. Pour le gaz naturel, leur rôle n'est pas moins important. Pour le gaz naturel, leur part dans les réserves mondiales est aujourd'hui estimée à quelques 42%, mais elle augmente rapidement. Et leur part dans la production gazière mondiale est aujourd'hui estimée à quelques 19%, disons le cinquième de la production gazière mondiale. Et là aussi, leur part dans la production et dans la consommation est appelée à augmenter rapidement, pour là aussi couvrir la majeure partie donc, de l'accroissement prévu. Maintenant, il y a, pour cette région en particulier, étant donné donc l'importance des réserves qu'elle détient, étant donné la part prépondérante qu'elle est appelée à assurer dans la couverture de l'accroissement des besoins énergétiques mondiaux, la question qui se pose maintenant, est-ce que ces pays vont pouvoir le faire? Ils vont vouloir le faire, ils vont pouvoir et vouloir le faire. Et ça, c'est l'un, disons, des scénarios les plus, disons, les plus inquiétants, la question la plus inquiétante qui se pose. Pourquoi? Parce que être à Paris, Agence internationale de l'énergie, faire des prévisions, dire voilà, il y a tel pays qui détient tant de réserves, ils font ceci, cela, ils peuvent faire ceci et cela, donc et en le faisant, ils produisent tant. C'est une chose. Et sur le terrain, à la place, ces gouvernements, est-ce qu'on va le faire? Est-ce que c'est dans notre intérêt de le faire ou non? Alors ça, c'est autre chose. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a l'un des scénarios
qui sont posés, qui sont envisagés, c'est ce qu'on appelle le scénario des investissements différés. Les investissements pétroliers et gaziers différés au Moyen-Orient, c'est-à-dire au cas où une partie des investissements prévus n'est pas réalisée aujourd'hui. Or, le total des investissements qui sont nécessaires dans ces pays pour assurer les objectifs souhaités, c'est environ 100 milliards de dollars par an dans la partie upstream en aval, donc la production pétrolière et gazière. Or, aujourd'hui, si on prend les projets concrets qui sont annoncés, qui sont en voie de réalisation, on constate qu'en réalité, ce qui est investi, ça représente entre la moitié et les 3/4 seulement des investissements souhaitables et souhaités. Ce qui signifie qu'il y a de fortes chances, pour ne pas dire une certitude, que cette partie du monde, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ne vont pas pouvoir, dans les années à venir, assurer donc ce qu'on attend d'eux, jouer le rôle totalement le rôle qu'on attend d'eux, et donc il y a des problèmes de disponibilité qui se posent dans l'avenir prévisible, avec aussi des implications au niveau des prix, donc augmentation plus forte que prévu du prix. Et là, la conjoncture actuelle est l'un des éléments essentiels qui jouent dans ce sens, qui jouent dans le sens donc d'une diminution, d'un ralentissement des investissements. Pourquoi? Tout d'abord pour les raisons évidentes, politiques. Déjà, enfin, on ne peut pas aller demander aux compagnies pétrolières d'aller investir dans un pays comme la Libye quand il y a la guerre en Libye. La première chose qu'ils ont fait, ils ont rapatrié leur personnel, puis on en parlera plus tard. Ils ont commencé maintenant de nouveau à ramener leur personnel sur place. La même chose en Syrie. En Iran, c'est une autre paire de manches, c'est le problème des sanctions. Maintenant, les Européens et d'autres, les Américains, interdisent à leurs sociétés d'aller travailler en Iran. On prend des sanctions contre le pétrole iranien. C'est ce qui passait déjà en Irak. Bref, un ensemble de raisons politiques qui font que, pratiquement, matériellement, c'est devenu quasiment impossible que les investissements nécessaires soient faits dans ce pays, du moins tous les investissements nécessaires. Une deuxième raison, c'est que ces pays, avec les bouleversements politiques qui durent maintenant depuis le début de l'année dernière, eh bien, l'une des conséquences, parce que, comme vous savez, enfin, ce qu'on reprocher aux dirigeants dans ces pays, c'est la corruption, le gaspillage, etc. Et puis la nécessité donc d'investir sur place pour pouvoir satisfaire les besoins domestiques, les besoins de chaque jour, les besoins quotidiens de la population en matière de nourriture, de santé, etc. Et effectivement, pratiquement dans tous ces pays, tous les pays arabes, aussi bien les pays où il y a eu des troubles politiques, ou de bouleversements comme la Tunisie, ou l'Égypte, ou la Libye, que dans d'autres où il n'y en a pas eu, comme l'Algérie par exemple, ou Oman, eh bien, ils ont annoncé de nouveaux projets, et l'Arabie Saoudite surtout, ils ont annoncé de nouveaux projets qui nécessitent des milliards et des milliards d'investissements pour des projets qu'on appelle des projets sociaux, c'est-à-dire des projets qui peuvent créer des emplois, des écoles, satisfaire les besoins de chaque jour de la population. Alors, consacrer des milliards et des milliards à ces projets signifie changer l'ordre de priorité, c'est-à-dire, bon, pour trouver cet argent-là, regarde, il y a ce que nous pouvons faire dans le pétrole, si on peut le mettre plus tard. Pourquoi investir ces milliards maintenant dans l'exploration et la production pétrolière? Je le pense d'autant plus qu'ils savent pertinemment qu'en investissant moins dans le développement de leur capacité de production, ceci va créer des tensions au niveau offre-demande, donc provoquer une augmentation des prix, donc pour eux avoir plus de revenus. Alors, il vaut mieux pour nous dépenser moins et gagner plus, et puis conserver notre pétrole pour plus tard. C'est une tendance maintenant qu'on trouve un peu dans tous les pays arabes. Bon,
Je sais que le sujet est assez vaste, j'ai essayé de le cerner, mais je voulais quand même terminer sur un point qui me paraît très important, c'est que qu'il s'agisse de tendances lourdes ou de tendances plutôt conjoncturelles, ce qui est remarquable dans ce qui se passe et dans ce qui va arriver dans l'avenir prévisible, c'est à cause évidemment de tout ce que je viens de rappeler, à cause du problème climatique, problème de disponibilité des sources d'énergie conventionnelles, il y a donc un développement tout à fait naturel, et c'est bien dommage qu'il n'ait pas commencé bien avant, pour l'utilisation de nouvelles sources d'énergie et de préférence des sources d'énergie renouvelables, celles-ci, pas comme le pétrole, le gaz ou le charbon, mais qui se renouvellent et qui sont propres. Donc ils ont le double et énorme avantage d'être à la fois renouvelables et propres, et encore, si on va ajouter à ceci, disponibles un peu chez tout le monde. C'est-à-dire pas mal d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne ou l'énergie solaire, etc. Pour ce qui est de l'énergie solaire en particulier, puisque nous sommes pas loin de la Méditerranée, où il y a l'ensoleillement qu'on sait, il y a eu, comme vous savez, ces dernières années, un intérêt, je dirais même, je ne peux pas dire engouement, je peux dire ce mot-là, mais il y a une prise de conscience du fait que tous ces pays, enfin tous les pays du monde, mais y compris et surtout les pays du pourtour de la Méditerranée, ils ont quand même la chance d'avoir une source d'énergie à leur disposition qui est l'énergie solaire. Et qu'ils peuvent exploiter ces sources d'énergie. Ils ont commencé à le faire. Vous savez qu'en Europe, ça se développe assez vite, dans certains pays plus que d'autres, surtout en Allemagne, en Espagne, Portugal, la France aussi, et que dans les pays arabes, pratiquement tous les pays arabes, tous les pays du Moyen-Orient, au cours des dernières années, je dirais, enfin, c'est relativement récent, une dizaine d'années, depuis une dizaine d'années, tous ces pays ont commencé à s'intéresser et à réaliser des projets de production d'énergie solaire. Ce sont ou bien des sociétés privées, ou au niveau de l'État, sociétés étatiques dans le cadre de programmes solaires à 5 ans ou 10 ans. Il y a le programme solaire, vous savez, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, etc., etc. Et à côté de ces programmes nationaux qui ont été lancés et qui ont commencé à être réalisés, il y a très grands projets régionaux qui ont été annoncés, mais qui n'ont pas encore vraiment commencé à être mis en œuvre. C'est d'un côté ce qu'on appelle le plan solaire méditerranéen, annoncé et lancé en juillet 2008, à l'occasion, vous vous rappelez, quand il y a eu cette réunion à Paris des chefs d'État et de gouvernement de quelques 41 ou 42 pays, des pays du pourtour du bassin méditerranéen, dans le Moyen-Orient, Afrique du Nord, avec la Turquie, puis les pays européens, l'Union européenne, ça s'est tenu à Paris avec l'initiative de la France. Alors, réunion au terme de laquelle il y a eu, donc réunion au sommet, au terme de laquelle il y a eu annonce de la création de l'Union pour la Méditerranée. Cette Union pour la Méditerranée, qui a maintenant un secrétariat établi à Barcelone, etc., qu'ils ont commencé à travailler, ils ont commencé par annoncer 3 grands plans pour l'ensemble des pays membres de l'Union, et qu'on a appelé des projets phares, projets importants, et surtout le fameux plan solaire méditerranéen. Pour dire, voilà, nous avons tous coopérer pour donc produire l'énergie solaire avec l'idée de base que nous avons tous besoin d'énergie, nous avons tous des besoins énormes en électricité qui se développe très vite. Nous allons faire en sorte que le mettre en commun, l'idée était fantastique, vraiment très très bonne, nous allons mettre en commun nos moyens. Nous avons bien sûr tous le soleil. Certains d'entre nous en ont plus que d'autres. L'ensoleillement est meilleur qu'ailleurs pour la production d'électricité. Alors, nous avons l'électricité,
nous avons des moyens technologiques, surtout en Europe, parce qu'on a déjà l'expérience. Il y a des capitaux chez vous et chez nous. Nous avons les entreprises pour le faire, donc on le fait. On le fait avec comme idée de base. On le fait donc dans les pays qui sont donc les plus indiqués pour accueillir ce genre de projet, là où l'ensoleillement est assez fort, donc il vaut mieux donc le faire en Afrique du Nord, surtout en Europe, Tunisie, etc., que aussi au Moyen-Orient. Et l'électricité produite, il parlait de 20 gigawatts en l'horizon 2020, l'électricité produite, une partie serait utilisée sur place pour couvrir les besoins domestiques et une partie serait exportée en Europe via des lignes de transmission électrique sur la Méditerranée ou dans la boucle méditerranéenne, c'est-à-dire via la Turquie, etc. Alors ça, c'était le plan solaire méditerranéen qui a été lancé. On a commencé à discuter certains projets, mais jusqu'à présent, malheureusement, ça n'a pas beaucoup avancé, mais pour des raisons plutôt politiques. Pas politique, il n'y a pas eu d'opposition à ce projet, personne n'a dit « je n'en veux pas ». Mais on n'a pas quand même donné l'impulsion politique nécessaire et suffisante pour que vraiment le faire démarrer et avancer très vite, alors qu'il s'agit d'un projet excellent pour tout le monde. Parallèlement à ça, il y a eu un projet beaucoup plus ambitieux, plutôt lancé par les Allemands, lui qui était beaucoup plus large, pour couvrir donc, dès le départ le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, pour produire aussi l'électricité en Afrique du Nord et aussi même en Arabie Saoudite, etc. Et la même chose, apporter de l'électricité en Allemagne. Avec la différence par rapport au plan solaire méditerranéen, c'est que ce qui était au départ n'était pas le gouvernement, mais plutôt de grandes sociétés allemandes. Il y a eu les principales sociétés qui ont démarré, c'était la plupart allemandes, auxquelles se sont jointes par la suite d'autres grandes sociétés françaises, espagnoles, etc. Alors ça, c'est le fameux projet Desertec. Alors aussi, c'est-à-dire Desertec, produire de l'électricité dans le désert et l'amener en chose. Mais là aussi, l'impulsion était donc plutôt d'ordre privé. Le gouvernement allemand, ensuite l'Union européenne, dit c'est très bien, ça nous arrange à nous tous, donc là aussi, on se joint à vous, donc il y a ce projet. Et le troisième projet qui les complète, c'est le projet Medgrid. Medgrid, c'est lui spécialisé dans la construction de lignes de transmission sur la Méditerranée. Medgrid, qui est dirigé d'ailleurs par un Français, M. André Merlin. Donc voilà, on est aujourd'hui, et là il faut espérer que ceci avance rapidement parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde et ça ne présente que des avantages et ça peut apporter une contribution qui, avec le temps, peut devenir petit à petit importante dans la couverture des besoins en électricité et dans les besoins énergétiques de ces pays de la Méditerranée. Voilà. Voilà, on est aujourd'hui. J'ai essayé de faire un peu un tableau d'ensemble. Je sais que j'ai oublié certaines choses n'étaient pas complètes. C'est la raison pour laquelle il serait très bien d'avoir vos commentaires, vos questions et pour discuter de toutes ces questions-là. Voilà.